Donc on est dans le Perek Bet, deuxième Perek du Pirkei Avot, une Mishnah qui est encore de Hillel Azaken, qui est un grand ténor de la Mishnah, et surtout dans Pirkei Avot. Donc la semaine dernière, on avait vu la Mishnah d'avant, et cette semaine, nous voyons un déferlement d'informations que nous donne Hillel Azaken. D'accord? C'est bon? Alors, Ouaya Omer. Qui c'est Ouaya Omer? C'est Hillel. Toujours lui. Ouaya Omer, il avait l'habitude de dire, d'accord? On a toujours tendance à dire Hillel, oh, il est gentil. Avec Hillel, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais ben non, on va voir qu'Hillel, il est très très dur, très critique. Ouaya Omer, il avait l'habitude de dire En bour yerechet. Celui qui est un bourg, un homme ou une femme, hein. Ne croyez pas qu'on ne parle qu'aux hommes. Un bourg, c'est comme on dit, Barthénois, il dit Rek Mikol Davar. Un bourg, ça veut dire quelqu'un qui est intelligent, qui est nul, qui n'a rien, quoi. Mais ça vient pas du monde. On appelle ça un bourg. Un âne. Lui, il dit pas un âne, il dit un bourg. Bourg, ça veut dire quoi? D'où ça vient? Il y a ce qu'on appelle dans les champs, il y a des champs qui font pousser des légumes, il y a des champs qui font pousser des fruits, par contre des champs avec des arbres fruitiers, et il y a des champs qui ne font rien pousser. Oui, c'est des langues. C'est des champs, vous pouvez travailler des années dessus, c'est pierreux et c'est mauvaise terre. Ça s'appelle Sdebour. Un champ où il n'y a rien à tirer, quoi. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui est un ignorant, comme vous avez voulu dire. Parce qu'un ignorant, il suffit qu'il décide de ne plus être ignorant et il sera savant. Non, mais le mot borout, c'est pas ignorant. En hébreu moderne, débile. Il ne faut pas apprendre l'hébreu moderne, sinon vous êtes débile vous-même. Un bourg, ça veut dire quelqu'un, il n'y a rien à tirer de lui. Donc c'est vraiment grave. Parce que si c'est un ignorant, bah, assis-le à ta table et apprends-lui. C'est d'ailleurs en psychologie moderne, les gens ignorants, c'est parce qu'ils se prennent pour des bourgs. Ils se disent pas, aucune raison. Comme moi je dis, j'ai eu 16 au bac en anglais, d'accord? Mais depuis, comme je parle pas avec personne, j'ai oublié l'anglais. Mais je dis, si Obama et Biden parlent l'anglais couramment, je peux y arriver aussi si je m'y mets. Si je prenais une quinzaine de jours, sérieusement, en lisant des livres en anglais, etc., ça reviendra. Donc je ne me prends pas pour un bourg. Je me prends pour un mec qui n'a pas le temps. Donc si j'avais le besoin ou l'envie, je récupérais le déficit. Donc quand il dit un bourg, c'est quelqu'un qui est bourg, ça beau lui parler, il comprend rien, ça rentre pas. C'est pas de sa faute, quoi. Ça rentre pas, il est bouché. D'accord? Comme le chant inculte. Mais c'est pas donc une situation irrémédiable. C'est une situation irrémédiable. On n'a pas dit un homme à Aretz. On a dit un bourg. Alors il dit, si c'est un bourg, eh ben, en bourg yerechet. Un bourg ne peut pas craindre la faute. Ça veut dire, comme il ne connaît rien, il ne comprend rien, il ne voit pas la gravité de faire ça ou pas faire ça, ou de le faire ou de ne pas le faire. Vous avez compris? C'est très important ce qu'il a dit, parce qu'en fait, toute notre relation avec les êtres humains est en fonction du regard qu'on a sur eux et comment ils sont vraiment.
Si vous avez affaire à un bourg, n'attendez pas de lui qu'il sache qu'on ne parle pas dans le Kaddish, qu'à Pessah on achète des matzot. Il ne connaît rien, il ne comprend rien. On a parlé beaucoup de ça aujourd'hui. Il y a une quantité de plus en plus catastrophique de gens qui se font incinérer. Et surtout de gens qui ne savent pas qu'il y a un monde futur, Bichlal. Et j'ai dit méchamment, le bon Dieu, il n'est pas gentil. Ou no fair. Fair, c'est no fair play. Tu tombes dans une génération d'ignardise totale, où le monde est tellement prenant. On voit ce monde-là, mais on n'a aucune conscience qu'il y a un monde après. Si tu n'as pas eu le chinour, qu'il faut, dans un Talmud Torah, ou avec des parents, ou avec un rave, ou un... Pour toi, il n'y a que ce monde-là, c'est tout, il n'y a pas l'autre monde. Donc, qu'est-ce que tu me gonfles avec tes mitzvot et tes trucs, et qu'il y a un salaire plus tard? Mais je m'en fiche, moi. Ce monde-là, il est là, je vais le manger, c'est tout. Et c'est des milliards de gens qui sont comme ça. Et chez les Juifs, l'Europe, des gens qui te disent, quand tu parles le monde futur, de quoi ça, de quoi... Al-Mam Doubar, quand tu parles. Et plein de gens disent, il n'y a rien après. Pour ça, ils se font incinérer. Et pour ça, ils vont parler des autres, parce qu'il n'y a rien après. C'est tout, il n'y a rien après. C'est pour ça que, quand il y avait une dame qui avait vécu une mort clinique, qui était revenue, elle était passée chez le rabbi, et le rabbi a dit, faites des congrès permanents sur votre histoire. Et tous les gens qui ont vécu comme vous, ils doivent en parler. Parce qu'on est tellement, le bon Dieu, il est tellement exigeant. Il veut que les gens fassent tchouva, il veut que les gens prennent le monde futur au sérieux, ou le Mashiach au sérieux, mais tu leur donnes aucune preuve et aucun élément pour y croire. Donc il faut mettre le paquet sur les morts cliniques. Tous les gens qui ont des morts cliniques, qu'ils en parlent, des congrès, qui racontent leur histoire permanente, les trois juges au fond, la lumière, tout. Et également, ça il faut pas le dire, mais c'est vrai, tous les gens qui font du spiritisme. Quand un rabbin est mort, il y a plein de gens qui ont fait du spiritisme pour savoir. Eh oui. Pourquoi? Pour savoir. Scandale. Pourquoi? Non, ça veut dire que les gens. Hein, pourquoi quand le rabbin mange pas? Rabbin. Ah, rabbin. Parce qu'ils ont dit, mais attends, mais. Si le genre est. Rabbin. Ah. Rabbin, c'est le Rosh Mimshara. Quand il y a eu l'assassinat, il y avait plein de gens qui allumaient des bougies partout, des veilleuses partout. Et je leur disais, mais attendez, vous croyez pas qu'il y a un monde futur? De quoi ça a l'air d'allumer une veilleuse? De quoi? Ah, mais on sait jamais. Ça veut dire que le monde est tellement inculte, il est bourre. Des fois, ils disent, je ne veux rien savoir. Oui, parce que s'ils savent, ils vont être obligés de creuser. Voilà. Si tu es un bourre, au moins tu as les oreilles bouchées, tu sais pas ce qui se passe, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, un bourre yérechet. Un bourre ne peut pas craindre la faute. Donc on te dit, ne fais pas le bourre. Si tu es ignorant, apprends, mais ne dis pas, je suis bouché, je comprends pas. Je peux pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Vous avez compris? Donc on voit bien que il te dit, quand tu as devant toi quelqu'un, tu dois savoir le situer, sinon tu vas pas le juger comme il faut. Le jugement qu'on a sur autrui, homme ou femme, goy ou juif, dépend de sa nature, où il en est. Le bourg, il a la capacité de comprendre? Non, il est bon. Donc, à quoi ça C'est un champ incultivable. Donc, te casse pas la tête avec lui, te prends pas la tête avec lui, comme on dit. Il est bon, donc il ne sera jamais Yerechet. Donc ne lui confie pas une responsabilité de craindre la faute. Il n'en a pas. D'accord?
Donc c'est à vous de voir à qui vous avez affaire. Enbo, irechet. D'accord? Donc tu dois lui pardonner. Parce qu'il est bouché, hein, il n'entrave que dalle, comme on dit. On comprend rien. Donc, mais ne t'amuse pas à espérer de lui qu'il ait une crainte de faute, puisqu'il est beau. Et c'est ce que font les smartphones et compagnie. Toute la technologie moderne, elle est là pour rendre les gens beaux. D'accord. C'est très grave. Vélo Amaretz Chassid. Pourquoi vous rigolez? Ben, c'est une technologie qui est dans les mains des pouvoirs du monde. La télévision, les smartphones, les Google, les machins, tout ça pour rendre les gens abrutis complètement, qui ne sauront pas différencier le bien du mal. D'où la force des démocrates dans le monde, quoi. Le progress. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vérité. Tout est bon. Pourquoi il s'appelle Progress alors? Hein? Pourquoi il s'appelle Progress? Et pourquoi dans la Torah le mot 25e mot de la Torah, c'est quel mot? Lequel? Oh, la lumière. Oui. Et c'est tombé le 25 qui se lève, qui est la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est quoi la force des ténèbres? C'est de s'appeler la lumière. C'est-à-dire, nous sommes la lumière et vous êtes l'obscurité. Après, on nous appelle les obscurantistes. Oui. Et par contre, ils s'appellent les progressistes. Alors qu'on retourne à l'âge de pierre avec eux. Pas se marier, pas d'enfants, pas de sexe, pas de vrai, pas de faux, aucune barrière. Vous avez compris, Myriam, pourquoi on dit il s'appelle progresse? Parce que justement, plus il recule, plus il recule et plus il s'appelle on avance. Et vous reculez. C'est pour ça que Trump, béni soit-il, il a donné un coup de pied dans la fourmilière, il y en a marre de tout ça. Arrêtez de nous raconter n'importe quoi, il y a plusieurs sexes, il y en a deux, c'est tout. Un homme ou une femme. Ah, j'ai adoré cette phrase. Mais oui, il est contre les incinérations, il est contre les homos, il est contre les... Il dit ça suffit, revenons à la vérité. Les familles, papa, maman, les enfants, une maison, un travail, c'est tout, et la paix dans le monde, donc il faut exterminer le Hamas. Ce que ne dit pas le gouvernement israélien. Heureusement, c'est pour ça que je souhaite que le Mashiach vienne pour mettre Trump au pouvoir à la place de Netanyahou. Amen. Ah bah, ce sera plus efficace. Au moins, on aura des lois juives. Bon, allez. Mais en tout cas, en tout cas, rien. Non, mais elles ont parlé, mais on dirait qu'elles avaient une tête de 10 avocats tellement elles ont bien parlé. Voilà. Les représentants pour la presse. C'est un truc de ouf. Velo Amaretz Chassid. Bon, je vous signale que mon cours est écouté dans le monde entier, même si vous ne le savez pas. Donc les gens me disent, mais des fois il y a des interventions qui... Alors quand vous voulez parler, réfléchissez que peut-être qu'il y a des gens en Hongrie ou en Tchécoslovaquie qui vont dire, dites-moi, c'est quoi c'est... Velo Amaretz Chassid. Il te dit, un Amaretz ne peut pas être chassid. Ça veut dire, pour être chassid, il faut... Chassid, ça veut dire plus religieux que les autres. Plus pieux, très pieux. Pas stam le minimum de Torah mitzvot. Il fait toujours mieux les choses. Et ben, il te dit un truc très grave. Il te dit, si tu es un ignare, tu ne peux pas être un chassid. D'accord? Donc il y en a qui se déguisent, bon Hachem, ils se déguisent en chassid, ils prient en chassid, ils disent ah mais en vérité ils sont pas, comme ils sont à Maharetz, c'est pas très jouable quoi. C'est quoi Hamas? Je suis pas gentil hein.
Alors, C'est pour être quoi, très un pieux, Ignorant. Pour être très pieux, il faut être un savant. d'accord. Tu peux pas savoir exactement qu'est-ce que tu... Quelle est la base, quel est le plus. Il y a plein de gens comme ça qui disent, il faut faire ça. Non, faut faire ça, c'est midat chassidout. C'est pas une halakha. D'abord la base, après sois chassid. Tu peux pas sauter au 4e étage si tu n'as pas construit. Fondation. Et ça fait des fois des catastrophes parce que les gens ils rentrent dans un système al-pi chassidout, que ce soit Breslev ou Chabad ou peu importe. Et en vérité, c'est pas du tout leur pointure. C'est des chaussures trop grandes. Alors on te dit, chouïa, fais d'abord la base. Consolide. La base, ouais, shlom bayit, filin, kashrut, base. Et après, tu monteras. Il y a combien de gens qui, à cause de ça, ils respectent plus leurs parents, ils respectent plus leurs amis, parce qu'ils ont un comportement de chassid. Mais attends, mais tu es au niveau d'être un chassid. Sois déjà Yehudi. quelqu'un de base. Combien vous avez de jeunes balais de chouva qui mangent plus chez leurs parents parce que les parents ils mangent que kasher, ils mangent rabanout, beddin. Et lui, il mange marpeau, des machins, et matzot à 400 shekels le kilo, et il a un style, un signon, barbu, et chapeauté, et frac. Mais en réalité, il est encore un amaret, il ne sait même pas lire. C'est grave, parce que tu fais des catastrophes. Tu vas donner des leçons aux rabbinim, à tout le monde. Parce que toi, tu sais mieux que tout le monde. Tu as lu un Dvar Malchut traduit par Madame Torza. Ça y est, tu es rave. Non, Kol HaKavod, c'est très bien de faire du Dvar Malchut. Mais sache que c'est le 5e étage. Avant, il y a le Chumash avec le Rashi et les bases. C'était d'ailleurs la Askara de M. Tanza aujourd'hui. Oui, Chazal. Oui. D'accord? Donc ça veut dire, tout va bien. Tout va bien. Mais ne te prends pas pour un chassid. Déjà, au deuxième année. Avance doucement. Et quand tu étudies des choses riches, étudie-les au compte-gouttes. Quand tu étudies des choses riches, étudie-les au compte-gouttes et prends-les avec une certaine précaution. C'est pas tout ce que tu lis qui est obligatoirement actuel ou correspondant à toi, etc., etc. C'est ce que disait le Rabbi Maharash. Il disait, un chassid, c'est quelqu'un qui voit ce qui est matim, ce qui correspond à lui. Des fois, tu étudies ou tu vis un mode de vie qui ne correspond pas à toi. Alors ça tient des années comme ça, et puis un jour la nature revient au galop, et il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ça. Il est habillé en noir et des chemises blanches, alors que ça lui va mieux le jean et le polo rose. Mais ouais. Donc on te dit, En amaretz chassid. Si tu veux être chassid, sois déjà savant. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien évidemment. D'accord? Vous allez dire, mais attends, mais ça va contre la chassidoute, tout ça. Chassidoute, elle te... Quand j'étais jeune, hier encore, j'avais 20 ans, d'accord? Quand j'étais jeune, il n'y avait pas le sertouk. Il y avait que le rabbi qui avait le sertouk. C'était l'habit du rabbi, c'est tout. Et les gens n'avaient pas de chapeau. Ils avaient une casquette. Pitom, le rabbi dit, bon, allez, en vous déguisant, on va peut-être faire avancer le shmulblik. Donc il a permis aux chassidim de s'habiller comme lui, de mettre le chapeau comme lui, et donc tout le monde s'est engouffré dans
dans ce truc, et tout le monde a fini par se prendre au jeu. Et c'est embêtant. Comme dit Doran, parce que des fois tu es habillé, mais il n'y a rien derrière, quoi. D'accord? C'est pas pachout. Le rabbi, il a fait une tentative, très connue. Vous savez, la tentative très connue, il a écrit dans la Masechet Péa. Il a écrit dans la Masechet Péa, enlevez le sac devant vous, là, on dirait qu'elle est en méditation. Il ne faut pas que vous voyez que je dors. Ah, non, bah dormez, c'est bien, c'est pas grave. Il vaut mieux dormir dans le shiur et venir au shiur que ne pas venir du tout. La Masechet Péa, elle dit, si quelqu'un il se fait passer pour un estropié en disant donnez-moi la zdaka, je ne peux pas marcher, donnez-moi la zdaka, je suis aveugle, il dit, la Mishnah elle dit il ne finira pas sa vie sans être comme il dit. Et moi je l'ai vu, je l'ai vu, il y avait un couple qui se faisait passer pour des gens cancéreux, hommes et femmes, et il venait ramasser de l'argent. Et avec des lettres et tout, comme quoi il prenait des médicaments, enfin des trucs. Et puis un jour, quelqu'un de la communauté, il était agent immobilier. Et il les voit rentrer dans le bureau pour acheter un magnifique penthouse. Et il dit, mais je les reconnais. Je les vois tous les jours en Gabriel. Donc ils se faisaient passer pour des gens malades. Et donc les gens ils disaient, un cancer, on ne donnait pas moins de 50, 100 shekels, les gens ils avaient peur. C'est des médicaments très chers. En fait, c'était du bluff. C'était pour acheter une... Mais oui, malheureusement, tu n'as pas coupé, ils l'ont attrapé. Et donc c'est pour ça que la Mishnah, elle te dit, celui qui se fait passer pour quelqu'un de déficient pour toucher de l'argent, il ne finira pas ses jours sans être déficient. Et quelqu'un qui donne la tzedaka plus qu'il n'en a, il n'est pas obligé de donner tout ça, il donne quand même, il finira pas ses jours sans être milliardaire. Waouh! C'est pas mal. Puisque tu vas plus loin que ce que tu dois, alors le rabbi, il a dit la même chose. Quelqu'un qui, à force de se faire passer pour un chassid, ils vont devenir des chassidim. C'était la chita. Donc quand tu montes le niveau, mange glatte, mets un chapeau, et un niveau de religiosité beaucoup plus fort que le Shulchan Aruch, avec le temps, ça va jouer, quoi. Alors, il y en a chez qui ça a marché, effectivement, mais c'est pas tout le temps. D'accord? Ça vient pas à l'encontre de ça. Et non, mais arrête, chassid. D'accord? C'est bon? C'est pour ça qu'on dit, dans la chassidoute, on dit, mais il peut y avoir un chassid à Maaretz. Il sait pas, il connaît pas, mais il sait que c'est bien. Alors il monte le degré. Il monte le degré bien, bravo, mais attention, ne deviens pas insolent avec tes parents, sous prétexte qu'ils ne mangent pas de ta cache-route, et ne deviens pas insolent avec les autres sous prétexte que tu as ouvert un Tania en français. D'accord? Non, je ne voudrais pas que vous croyiez que je suis contre Madame Torza sur le devoir Malchout. Mais ça veut dire qu'il y a c'est vrai, c'est bien de vouloir monter les étages. Mais, sache, jamais, reste profil bas. D'accord? Comme je dis aux gens, c'est que devoir Malchout, c'est après le Chumash Rashi, après le... c'est compliqué le devoir Malchout, c'est pas une Torah de débutant. D'accord? Donc si tu veux affronter un niveau haut dans la Torah et dans la pratique, gravis doucement les échelons. Mais reste quand même profil bas en disant je ne suis rien
et c'est pas demain que je vais devenir un savant. Ça prend du temps. D'accord? Vous voyez que Hillel n'est pas, comme les gens y croient, gentil, hein, il n'est pas gentil, il dit la vérité. Il dit, paf, un bourg, yerechet, un amaret, chassid. Velo abaishan lamed. Celui qui est honteux. Que ça veut dire? Ceux qui ont honte. Que ça veut dire Velo abaishan lamed? Ceux qui ont honte. Celui qui a honte, Le Tinac, il a honte. il ne peut pas apprendre. Ah, l'eau, vélo. Quand quelqu'un il dit, ah, je ne vais pas oser poser la question, je vais passer pour un imbécile. Et le Rav va s'énerver, donc je vais me la faire. Et donc il garde plein d'inconnus dans son étude. Et pourquoi le Rav... Alors qu'on te dit, sois en kikinant. Chaque détail de bon. Ne sois pas baïchan, n'aie pas honte. Aucune honte à poser des questions. Je vous ai raconté, non, quand j'étais Rav Halacha au séminaire de Bet Yaakov. Il y avait les fils de mes anciennes élèves de Paris, ils ont exigé de la directrice que je leur enseigne la Halacha. Je trouvais ça un peu grave. C'est plus grave d'enseigner la Halacha que d'enseigner la pensée juive. Tu peux enseigner des choses fausses. D'accord? Donc la directrice m'a engagé, et comme par hasard, c'est mes élèves qui m'ont raconté, elle m'a dit, chaque fois qu'il y a un prof qui rentrait, qui venait, la directrice n'assistait pas à son cours. Il n'y a que vous. Quand moi je suis arrivé, elle s'est mise au milieu, la directrice, pour voir ce que j'allais raconter. D'accord? Moi je ne me suis pas démonté. Et alors, surtout que je faisais d'après les séfarades, les ashkénazes, les chassidim, après coup, avant coup, comment on fait, quoi. Ouais. L'allumage des bougies, la cache-route, tout ce qui est... Comment on fait, dans quel cas, tous les cas de figure. D'après le Rav Eliashiv, le Rav Ashkenazi, le Rav machin, mais Kitsour. Donc j'étais prof d'Alacha. Donc je dis premier cours d'Alacha. Parce qu'elle avait peur, comme étant Loubavi, j'avais peur que je leur bourre la tête de le rabbi et le rabbi. Alors les premiers cours d'Alacha, mesdemoiselles, elles avaient tous un cahier, un stylo. Est-ce que Dieu existe? Tout le monde s'est mis à rigoler. Et la directrice c'est Est-ce que Dieu existe, mes amis? Il est fou. Dans un cours d'Alacha, est-ce que Dieu existe? Je dis, oui, c'est le premier Alacha qu'il faut savoir, est-ce que Dieu existe? Parce que si Dieu n'existe pas, dans votre frigidaire, vous ferez entrer du jambon, du fromage, du lait pas chameau, quand votre mari n'est pas là, vous allumerez les bougies en pleine nuit. Si Dieu n'existe pas, il n'y a aucune interdiction, aucune base. Donc il faut savoir au départ si vous croyez en Dieu. Si je crois en Dieu, alors je ferai attention à la cache-route. Si je ne crois pas en Dieu, parce que ma voisine, elle le fait, je vais le faire. Alors elles sont mises à rigoler, en réalité c'était la question de base. Tu ne peux pas faire de la halakha si tu ne fais pas un minimum de cours de Emouna. De Emouna, Bitachon, etc. Vous avez compris? Bon, pourquoi j'ai raconté ça? Parce que Velo Abaishan Lamed, ça veut dire que quand les filles ou les garçons ils sont dans les écoles, les shivot, les séminaires, il y a des questions qu'ils n'osent pas poser. Ils ont peur de se faire passer pour des renégats ou des révolutionnaires. Ils n'osent pas poser de questions. Et ils traînent ça toute leur vie. Le problème de la providence, le problème de tout, quoi. Il y avait un Rav au séminaire de Bet Yaakov de Strasbourg, il disait, les questions qu'on n'ose pas poser, ça va traîner en état de renégat. La fille va devenir renégat. Si elle n'ose pas... si on n'ose pas poser des questions, on est baïchan, de peur de se faire insulter ou ridiculiser par le Rav ou par les élèves,
eh ben on n'avance pas. En Abaïchan, la med. D'accord? Et il vaut mieux prendre le risque de se faire jeter, non, mais au moins tu as avancé. En Abaïchan, la med. Pas de questions? Vous n'êtes pas Baïchan? Vélo à Kapdan Melamed. Et le nerveux, celui qui est trop regardant sur les élèves, il ne peut pas enseigner. C'est-à-dire que si le Rav il dit non, j'ai pas envie de vous répondre à votre question, méchamment, bah, il ne peut pas enseigner. Les gens ils me disent, mais pourtant ça fait 50 ans que tu enseignes, tu es Kapdan. Par contre, je suis très désagréable, moi, en tant qu'enseignant. Et pourtant, je le fais. Alors, comment vous comprenez? Non, je crois pas. Hein? C'est pour qu'on insiste. Elle dit oui. Et la Kapdan Melamed, celui qui est trop Kapdan, ça veut dire il ne doit pas trop regarder l'intelligence de la question et la... Ben oui. Sinon, il ne peut pas enseigner parce qu'il va dire ah, qu'est-ce que vous racontez? Bah, ça contredit ce que le verset d'avant. Enfin, ça contredit complètement le truc d'avant. Si l'autre, il n'a pas compris un truc, il n'ose pas demander, et que l'autre, et le prof, il agresse, c'est sûr que ça va. Ouais. Non, ça veut dire que tu dois être patient. Quand il y a eu la guerre du Golfe, le rabbi il a répété 350 000 fois, en public et en privé, ne faites pas peur et n'ayez pas peur. Lo le fached, vélo le afrid. Comme ça il disait. Ne faites pas peur et n'ayez pas peur. Et donc tous les gens savaient ça. On l'a entendu 100 000 fois. Et vous voyez, le rabbi recommence, il y a une dame qui passe. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Est-ce qu'il va y avoir là? Le rabbi dit, comment chez Amarti, lo le fached, vélo le afrid. Bracha v'atzlacha. Et là, ces personnes, elles continuent, elles viennent derrière. Rabbi, avec la situation en Israël, qu'est-ce qu'on doit penser? L'eau, le fached, l'eau, le fached. C'est pas qu'il disait, ah, vous m'avez gonflé, vous allez jusque-là, regardez les films et regardez les textes. Non, très gentiment, les rabbinim, les vieux, les vieilles, les Américains, les Israéliens, tout le monde demandait la même question, et le rabbi, très gentiment, tout le temps, l'eau le fached, l'eau le afrid. C'était une leçon de l'eau à Kapdan Melamed comme il faut, quoi. D'accord? Moi, j'aurais été à sa place, je leur ai envoyé la chaise dans la figure, à la fin, je dis, mais ça suffit! Combien de fois vous répétez la même question? D'accord? Voilà, donc on te dit, et c'est le cas effectivement des enseignants comme moi qui font ça depuis 52 ans, depuis l'âge de 18 ans j'ai commencé à enseigner. Oui madame, vous savez pas, j'avais 18 ans, j'étais un blanc-bec. Ouais. Et le rave, comment ça, le chaliar du Rabbi Rayatz, ouais. Il s'appelait le Rav Gordetsky. Il était responsable de la shlichut dans le monde entier, sauf en Amérique. Donc il était sur la France, sur Israël, sur la Turquie, et il m'a donné l'autorisation, claire, au nom du Rayatz, d'enseigner à des garçons et des filles. Donc j'étais ni marié, ni rien du tout. Donc j'enseignais à des garçons et des filles en mini-jupe, les uns sur les genoux des autres, la Shabbat, la cigarette, la guitare, des trucs. On était comme... Et j'avais... Oui, c'est ça, après 68, et j'ai commencé, j'avais 18 ans. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un me pose une question, que ça fait 52 ans que j'ai répondu, des fois vous dites, bon ben on va pas s'énerver, parce que les gens qui arrivent, ben, ils en sont encore là, aux questions des débutants. Donc toi tu dois, comme avec les enfants, comme avec les adultes, prendre les gens dans l'état où ils sont. Et l'état dans lequel ils sont aujourd'hui,
il est C'est dur, extrêmement Spécial. inquiétant, quoi. Des évidences qui pourraient, à l'époque, étaient des évidences pour les goïs, pour les juifs, pour les... Aujourd'hui, c'est un ridouche. Un ridouche. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre fois, j'aime pas les femmes, je préfère les hommes. Est-ce que j'ai le droit? Alors, il ne faut pas s'énerver, d'abord. Il faut répondre gentiment. Aaron, l'homme et la femme, etc. Ouais, non, mais on en est là. Et donc, donc, si vous êtes capitaine, ben, c'est pas la peine de commencer, quoi. Et qu'est-ce que vous lui avez dit avec... Aujourd'hui, pardon? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et je ne vous regarde pas. Quoi que j'ai dit? Ben, je me suis assis avec lui et j'ai expliqué que c'est bien d'avoir un Yetzer Hara pour les femmes, et pour les hommes, c'est pas bon du tout. Non. Et qu'il faut remettre les pendules à l'heure, c'est tout. Ben ouais. Parce que il y a la maladie du siècle, qui est de croire qu'il y a le gène du crime. Le gène du... Oui, il y a des gens qui ont... Psychologues, ils disent... Psychiatres tordus, ils disent, il y a le gène du crime. Tu ne peux pas t'empêcher de tuer, quoi. Et Freud, il n'a pas... Il y a le gène de l'homosexualité, il y a le gène de la pédophilie, il y a le gène... C'est faux. Il peut y avoir une tendance. Une tendance. Comme on a une tendance à aimer la viande ou le fromage, ou... tu peux avoir une tendance à aimer les hommes. Mais c'est tout. Pas plus que l'amitié. Mais un individu normal, il doit avoir une libido pour les femmes. Sinon, il est starbé. Donc il faut dire aux gens, il faut jeter à la poubelle tous ces livres de psychanalyse moderne, qui sont à l'origine d'ailleurs de Freud. C'est lui qui a lancé ça. Que l'homme, il est... la meilleure façon de ne pas faire une avéra, comment on dit, de satisfaire une avéra, c'est de la faire. C'est grave quand même. Et mon papa, à la Shalom, il étudiait avec un monsieur qui s'appelait Janet, à la Sorbonne. Et il a écrit des livres contre M. Freud. Il écrit M. Freud, sans insultant. Il dit ma pitom. Il dit pas ma pitom, c'était un goy, quoi. M. Janet, il dit c'est quoi ces histoires de dire qu'on est obligé d'être criminel ou d'être. Il dit tout provient de l'éducation. Des fois, il peut y avoir des trucs pathologiques. Ça, tu peux rien faire. Hein? Mais pas plus. Et donc, il remet les pendules à l'heure. Et toute cette théorie d'aujourd'hui, qu'un homosexuel, c'est pas de sa faute, qu'un pédophile, c'est pas de sa faute, rien n'est la faute de rien, quoi. Et on en arrive à ça, que les mecs, les gens soutiennent le Hamas. Mais les pauvres, ils n'ont pas d'autre réaction. Vous leur avez pris leur terre, vous les avez mis dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont rien d'autre à... On ne peut pas comprendre autrement qu'ils ouvrent le ventre d'un enfant. Vous avez des starbés de la tête qui acceptent ça. Et d'où ça vient? C'est toute la déviation, doucement, qui fait qu'on arrive à ça. Le mensonge des gens. Bon, bien sûr. Les gens qui, à force de mentir, on est arrivé à dire... Mais en fait, c'est vous les criminels, parce que vous avez des armes, mais ils n'en ont pas. Donc, ce professeur Janet, dont je vous parle là... Il se débrouille bien hein, pour des gens qui n'ont pas d'armes. Hein. Ouais. Donc, quand vous lisez ce professeur Janet, il a eu malheureusement beaucoup moins d'influence que le père Freud. Et comme par hasard, Janet était goy et Freud était juif. Et il nous a mis dedans, comme on dit chez nous. D'accord? Pourquoi vous ai-je dit tout ça? C'est que... Donc quand j'étais jeune, donc, j'enseignais à des gens, j'avais 18 ans, donc j'enseignais à des vieux, des jeunes, etc. Mais maintenant, les années ayant passé, c'est les mêmes questions qui reviennent, et même plus infantiles encore. Et vous ne devez pas vous énerver, parce qu'on en est là. Le bon Dieu, il a voulu comme ça. Que des choses élémentaires, elles ne sont pas du tout acceptées. Il faut tout réexpliquer. Qu'un garçon et une fille ne doivent pas se toucher tant qu'ils ne sont pas mariés. Tout ce que vous voulez.
On va pas dans une discothèque en prenant le risque de boire des trucs, après on perd la tête. Tout, il faut expliquer aux enfants et aux adultes. Et pas moins aux adultes qu'aux enfants. Hein. Voilà. Donc on te dit, donc c'est pour ça, Loa Kapdan Melamed. Vieillis, mais continue à rester jeune dans tes réactions et tes enseignements. Intéressant? Vous voyez, même dans votre sommeil, vous m'écoutez. Donc c'est très bien. Vous hibernez. C'est le froid qui fait ça. Ouais, je suis très fatigué. Voilà. Donc le froid, c'est très bien, c'est très baril, c'est très bon pour le corps, le froid. Il faut qu'il y ait du froid. Velo kolamarbe bischora markim. Après, il arrive il commence à expliquer quelque chose de plus facile à comprendre. C'est pas tous les gens qui font beaucoup de business qui ont la possibilité de devenir chacham en même temps. C'est pas évident. Parce que dès que tu rentres dans le business, ben, ta tête, elle est dans le business. Et donc, quand tu écoutes un cours, tu n'as pas tendance à écouter. Tu dis, wow, j'ai encore une caisse à faire, des factures à vérifier, tu as la tête occupée. Donc, si tu veux être un businessman, alors sache que tu ne seras jamais un chacham. C'est ce que je dis d'ailleurs sur les Chavrei Knesset. Comment on ose dire le Rav Aryeh Deri? Dès que tu rentres dans la politique, tu t'appelles plus Rav. Dégage. Oui, tu as 24 heures sur 24 à t'occuper de politique, tu n'as plus le temps d'ouvrir un livre et ta tête n'est plus à la Torah. On ne peut poser des questions toraniques qu'à quelqu'un qui est là-dedans tout le temps. Ouais. À moins d'être un génie, qu'il a un coup d'argent très fort, tac, il sait ramasser $1 million en 5 minutes, le reste du temps, il a sa tête dans la Torah. Mais c'est très rare. Donc celui qui fait du business n'attend pas de lui qu'il soit chacham. Il ne peut pas être chacham. Il ne peut pas être marquim, il ne peut pas devenir intelligent, savant. Donc c'est très important. Donc si tu choisis un enseignant, eh ben, vérifie ce qu'il fait de la journée. S'il est le rove du temps au travail, avec la tête dedans, et qu'après il vient de faire un chiot, c'est pas... Ça peut pas marcher. Il doit être là-dedans. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà au temps de Hillel, il y avait des individus qui croyaient pouvoir cumuler les deux fonctions, quoi. D'accord? Il n'a pas dit que c'est... Pardon. Il n'a pas dit que c'est impossible. Il a dit c'est pas tout le monde qui arrive à ça. Il y en avait un. C'était un Tana. Il s'appelait Rabbi Eliezer Kisma. Il était immensément riche. Immensément riche. Il avait des bateaux, des propriétés, etc. Et un jour, on est venu lui dire au Beth Midrash qu'un bateau qui avait une cargaison qui valait des millions avait coulé. Il a dit, ah bon? Bon, d'accord, allez, on continue l'étude. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid, parce qu'il était doué et immensément riche. Les gens, ils ont cru qu'il allait s'évanouir. Un vaisseau avec des cargaisons de produits riches, de soie, d'Inde. On lui annonce ça, il a pris ça par-dessus la jambe, ça veut dire qu'il était, lui, capable. Sinon, non. Vous avez à New York, par exemple, vous avez des tas de gens qui ont appris à l'Yeshiva de Mir, ici. Oui. Les Américains, ils ont appris à l'Yeshiva de Mir, et ils sont retournés en Amérique, ils travaillent à la bourse, mais ça ne les empêche pas tout le temps. C'est une yeshiva dans la bourse.
Donc ils s'occupent de la bourse une ou 2 heures par jour, Ils ont un livre dans et ils sont brillants. Et ils sont Ils font des affaires, ils font des millions. Et ils ont un livre. Et en même temps, ils ont le Talmud et le Shiurim de Moussad dans la bourse de New York. Il y a, Des anciens de Milan. Ouais. il y a pas un truc comme ça pour les Et à diamants? Ramat Gan, il y a la même chose. Voilà, à Ramat Gan, il y a la même chose. Il y a Madrid, À Ramat Gan, vous avez dans Ramat Gan des boursiers, ce diamant. bourses au diamant, qui sont dans la Torah et en même temps dans les diamants. Donc c'est pour ça qu'il a dit ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps. D'accord? Les gens qui travaillent en général, qui s'investissent dans le travail, on ne parle pas un caissier de trucs ou un employé de. Il y a des gens, ils sont employés de bureau, donc ils ne s'investissent pas. Ils font ça comme ça. Donc ils peuvent avoir la tête dans la Torah. On parle du business. Donc ils sont dans le business. D'accord? Voilà. Donc tous les gens qui font du business ne sont pas garantis d'être Chacham. Par exemple, le Rav Orach Chaim HaKadosh. Orach Chaim HaKadosh, il était orfèvre. Ah, il travaillait dans Il travaillait que juste pour avoir sa parnassa. Dès qu'il avait fini son bijou, il rentrait, il fermait la boutique, il rentrait chez lui. Ben, ça, c'est capable. Mais en général, aujourd'hui, c'est très dur. Un gars qui ouvre un magasin, il ne peut pas ouvrir 1 heure et fermer. Il est obligé d'être là jour et nuit. Et même quand il ferme, il est obligé de savoir ce qui s'est passé. Donc il faut choisir. Bon, ça c'est comment on dit ça, l'intelligence de chacun de savoir où est sa place. Vous avez des réflexions du Rabbi, par exemple, dans les lettres. Il dit, Réhouven, il écrit, Rabbi, j'ai pas le temps d'étudier, je suis trop occupé à mon business, qu'est-ce que je fais? Quitte le business. Et le Rabbi lui répond, vous n'avez rien à faire dans le business, votre place est à la yeshiva, monsieur. Et sachez que Dieu il donne la parnassa, et c'est pas à votre place de faire du business. Voilà, Réhouven, il lui a répondu ça. Shimon, il dit, Rabbi, je suis à la yeshiva, mais j'ai des problèmes par ça, c'est pas évident, j'ai la tête à remplir le frigidaire et tout. Le Rabbi dit, mais vous n'avez rien à faire à la yeshiva, votre place est dans le travail, et Dieu, mais qu'est-ce que vous croyez, que Dieu va vous nourrir sans rien faire? Chacun, il a sa vocation. Il faut savoir quelle est sa place. L'individu doit savoir quelle est sa place. S'il connaît sa place, et ben automatiquement, il aura tout. Mais s'il ne connaît pas sa place, il va se lancer dans les affaires alors qu'il est fait pour étudier, et il va se lancer dans l'étude alors qu'il est fait pour travailler. Vous avez compris? Oui. Voilà, et ça c'est la phrase clé qu'il faut connaître par cœur. C'est avec ça qu'on va terminer d'ailleurs, parce qu'il est l'heure. Ubimkom she'en anashim, dans un endroit où il n'y a pas de responsable, de gens responsables, ishtadel liot ish, essaye-toi d'être le responsable. C'est un grand klal, que tu ne dois pas dire, mais c'est pas pour moi. Si tu as un papier par terre, dans une synagogue, je ne dis pas dans la rue, parce que dans la rue c'est déjà très très spécial. Il y a des rabbinim qui ramassaient les papiers dans Jérusalem pour pas la terre sainte. Tu n'as pas le droit de salir la terre sainte. Mais ça c'est un peu trop difficile à demander. Si Sarah fait ça. Tant mieux. C'est beau. Mais le commun des mortels, on va lui dire au moins, quand tu vois un papier dans la synagogue, ramasse-le, ne dis pas Mohammed nettoiera quand il viendra. D'accord? Dans la vie, on te dit, donc la Zaken est très dur, il te dit, regarde toujours autour de toi si on n'a pas besoin de toi pour quelque chose que tu n'aurais pas imaginé. Quand il n'y a personne pour faire la chose, eh ben ne dis pas
Bon, moi, je m'éclipse. Je m'éclipse, je n'ai pas besoin de savoir. Ceux qui seront derrière moi, ils feront le travail. Non! Ishtadel liot ish, ça veut dire, si tu sais que tu es capable d'une chose, n'est pas la fausse humilité de dire mais pourquoi vous demandez à moi? Moi, quand ça m'arrive tous les jours ici, je dis sois Khazan, s'il te plaît. S'il n'y a personne d'autre, je le ferai. Mais là, ça veut dire quoi s'il n'y a personne d'autre, je le ferai? Sans qu'on ait besoin de te le demander, si tu sais le faire, fais-le. Donc tout le principe, il est de dire je ne peux pas me débiner, comme on dit, je ne peux pas me sauver s'il y a besoin de moi et que je vois que personne ne prend la responsabilité, eh ben moi je dois le faire. Oui. Vous avez compris? Oui. Pas comme les politiciens, qui on leur rien demandé, et ils seront obligés de s'imposer comme si on avait besoin d'eux, à four. Si on a besoin de toi, regarde autour de toi, on a peut-être besoin de toi. Pour ce que je disais à une dame qui était en bise avec son mari tout le temps. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites dans la journée, madame? Elle m'a dit, rien. Je lui ai dit, ben voilà. Je lui ai dit, comme vous ne faites rien, votre mari n'a pas besoin de votre parnassa, bravo, alors vous savez quoi? Allez voir Chabad, demandez des gâteaux, des machins, des bougies, allez faire le tour des hôpitaux, rentrez dans la machlaka des enfants inadaptés et des femmes sous tuyaux et machin, et venez, allez, faites un département à Sharet, Tzedek ou ou ce que vous voulez, Chilov à Tel Aviv, faites ça une matinée. Vous allez rentrer, vous allez dire chérie, oh tout va bien. Quand vous allez voir les malheurs des enfants, rentrent sous tuyau et les femmes trucs et que vous allez leur donner des bougies ou ce que je sais moi, ou si vous savez jouer de la guitare. Jouer de la guitare pour des neurasthéniques à l'hôpital, ça y est. Ishtadel liot ish. Tu vas voir que tes problèmes vont disparaître si tu vois comment les vrais problèmes agressent les gens. Quand on dit Ishtadel liot ish, c'est pas pour te dire tu es bourré de travail, on va te mettre ça en plus. Non, c'est pour te dire, si on te met ça maintenant que tu es libre, eh ben dis, oh là là, mais c'est pour moi. Et Dieu va me donner ce travail-là, cette mission, que ce soit payant ou pas payant, on n'a pas dit d'être gratuit. Payant ou pas payant, parce que justement, tu vas faire ton tikkun et t'épanouir. Tu vas t'épanouir. C'est tout à fait ça. Moi, je connais quelqu'un je connais des dizaines de gens qui, au lieu de venir ici enseigner, je leur dis, voilà, viens, enseigne, allez, voilà. Pourquoi ce soit moi qui dois faire tous les rôles de concierge, de ramasseur de trucs? Il y a besoin. Non, à quoi ça sert? Qui suis-je? Qui puis-je? En quelle étagère? C'est faux. Ishtadel liot ish. Si tu t'imposes quelque part, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la comment on dit, l'effronterie. C'est du chesed que tu fais à toi-même et aux gens qui vont t'écouter. Pourquoi? Il n'y a pas des tas de gens qui ont quelque chose d'intéressant à dire. D'accord? Il y a plein de gens. Et les femmes, pareil, il y a des tas de femmes qui sont capables. J'ai parlé de Mme Ktorza, etc. Fadol, fais. Pourquoi pas? Il y a des tas de gens qui ne connaissaient pas leur vocation, et en se lançant, eh ben, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables. Il faut essayer. Les musiciens, les orateurs, les cuisiniers, tout ce qu'on veut. Moi, dans mon travail, rien que leur sourire, c'est la plus grande récompense au monde.
de les voir sourire. Donc c'est pour ça qu'on te dit, donc Hillel, il n'est pas là pour... Il est paralysé. Hillel n'est pas là pour te dire des méchancetés, il est là pour te sortir et faire ta shlichut. Je vous remercie de votre attention. Merci.